Quelques semaines se sont écoulées depuis ma mésaventure dans le vide. Il aura fallu au moins tout ce temps pour me remettre de cette terrible escapade. On se rend pas compte de l'enfer que représente ce royaume. Le temps, déjà très chaotique dans les autres royaumes, n'a plus aucun sens là-bas. Les hurlements de souffrance et d'agonie sont constants, le froid terrible. Si vous avez le malheur de croiser quelqu'un, vous devez à tout prix vous cacher, parce qu'il ne peut s'agir que des tueurs de l'entité ou des coquilles vides d'anciens survivants, vidés de toute forme d'émotion par l'entité. J'en suis presque heureux d'être revenu au sanctuaire du Kourou, malgré le danger qu'il représente. Néanmoins, nous le savons désormais, le temps n'est qu'une notion vague dans les royaumes. L'entité transcende cette notion et existe à la fois dans le présent, le passé et le futur, en plus d'explorer d'autres univers que le nôtre. Lorsque j'ai rejoint moi-même les royaumes, pour me rallier aux observateurs, sur ma Terre, il était aux environs de 2024. Et pourtant, si vous parcourez ces lieux suffisamment longtemps, vous croiserez des gens venant d'autres temps. Je vous ai déjà parlé de Vittorio, un seigneur féodal nous venant tout droit du Moyen-Âge. Mais à contrario, j'ai déjà rencontré un homme venant du futur. Laissez-moi vous parler de lui. Son nom est Gabriel Soma. L'humanité fut à 2 doigts de l'extinction à cause d'une guerre nucléaire catastrophique en 2098. Mais les humains s'unirent et parvinrent à trouver une voie d'avenir. Les inventeurs et les innovateurs découvrirent de nouvelles manières de créer de l'énergie et de produire de la nourriture. Un de ces visionnaires fonda Huxley Industries Limited. Comme une grande partie de la Terre était désormais inhabitable et que beaucoup de ressources s'amenuisaient, Huxley investit tous ses profits dans la recherche en ingénierie aérospatiale, intelligence artificielle et ingénierie génétique. L'entreprise commença à explorer la galaxie, en quête de planètes habitables dotées de ressources précieuses. Son plan était de voyager jusqu'aux confins de la galaxie, de récolter ces précieuses ressources et de créer un futur paisible et prospère pour l'espèce humaine. La colonisation de chaque planète, choisie par les humains, fut soigneusement planifiée. Les ressources furent extraites et les plateformes de croissance furent construites pour la création d'individus fabriqués à partir d'ADN minutieusement développé. Chaque individu était produit pour une fonction sociétale spécifique. L'immense majorité était constituée de travailleurs manuels, et d'autres furent créés pour être des scientifiques, des ingénieurs, des administrateurs, des agronomes ou bien des médecins. L'idée était de créer une société fonctionnelle à l'organisation sans faille. Gabriel Soma était né dans un centre de clonage sur Proxima Centauri C, la première planète colonisée par l'humanité. Il faisait partie d'une petite équipe en charge de la maintenance et de la réparation des androïdes envoyés construire des plateformes de colonisation. À l'insu de Gabe, chacun des souvenirs de son enfance avait été implanté dans sa conscience par ceux qui l'avaient cloné. Comme le reste de son équipe, il croyait être né d'un père et d'une mère sur Terre. La stabilité psychologique était assurée par la séquence narrative d'une famille aimante. Aucun ne savait qu'il était en fait issu d'un centre de clonage. Le vaisseau de Gabriel se posa sur Dvarka, une planète située dans un système solaire récemment découvert. À leur arrivée, 5 drones contrôlés par des humains et 5 robots intégralement autonomes, unités HUXA-7, furent envoyés explorer la surface de la planète. Ils détectèrent une atmosphère respirable, de l'eau en abondance et de nombreuses formes de vie organique, ainsi que quelque chose d'inattendu. Les ruines d'une antique civilisation ayant mystérieusement disparu. Les ruines semblaient anciennes, mais la technologie étonnamment sophistiquée. La source d'énergie de cette technologie était un mystère, car il était impossible de la faire fonctionner. En sommeil depuis trop longtemps, sans doute. Les bâtiments de débarquement comprenaient des quartiers pour l'équipage humain composé de 10 personnes. La construction de la plateforme était en majeure partie automatisée, mais Huxley Industries ajoutait toujours un équipage humain pour la supervision. La planète était magnifique, des forêts vierges et des prairies recouvertes de fleurs aux couleurs chatoyantes. Des lacs tranquilles, de larges fleuves. Gabe s'imaginait très bien vivre sur une planète comme Varka pour toujours. Devant la beauté inspirante et le cadre serein, l'équipe entière relâcha sa vigilance. Même Michael, l'agent de sécurité de l'équipe. Michael était au volant d'un véhicule de transport et patrouillait les abords des ruines en compagnie de Sarah, une scientifique chargée de documenter la faune et la flore. Selon Sarah, le véhicule accéléra soudain de son propre chef, et les freins ne répondirent plus. Une falaise apparut en face, et Michael cria à Sarah de sauter, mais les portes refusèrent de s'ouvrir. Michael tira alors dans la fenêtre de sa collègue, et celle-ci s'extirpa du véhicule puis sauta. Il tira dans sa propre fenêtre, mais ne parvint pas à s'extraire à temps. Une chute de 30 mètres provoqua l'explosion du réservoir d'essence du véhicule.
Sarah se précipita au bord et entendit les hurlements terrifiants de Michael alors que le véhicule de transport flambait. Cet après-midi, ils organisèrent un service funéraire, et cette nuit-là, Gabriel eut du mal à trouver le sommeil. En pleine nuit, il s'éveilla brusquement, incapable de respirer. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il s'essoufflait. Il s'étouffait, se tenait la gorge à deux mains. L'alimentation de l'abri avait été coupée et il n'y avait pas d'oxygène. Désespéré, il traversa en titubant les couloirs obscurs et ne survécut qu'en ouvrant manuellement une porte de secours avec ses dernières forces. 6 de ses collègues ne furent pas aussi chanceux. Les systèmes de ventilation et de survie étant coupés, ils suffoquèrent dans leur sommeil. Seul Dimitri, le médecin, parvint à survivre, car il avait une bonbonne d'oxygène à portée, et il s'en servit aussi pour sauver Sarah. Plus tard ce jour-là, Gabe reçut un appel de détresse de Sarah. La transmission fut brutalement coupée, et Gabriel se mit à sa recherche. Il trouva une traînée de sang qui le mena au cadavre mutilé et décapité de Sarah, près d'une plateforme de nourriture à moitié construite. Gabe se dit qu'il devait y avoir une espèce de dangereux prédateur qui leur avait échappé lors de l'examen initial de la zone. De retour à la plateforme de colonisation, il étudia les registres des serveurs principaux pour voir s'ils avaient manqué quelque chose lors de leur reconnaissance. Au lieu de ça, il remarqua une chose encore plus perturbante. L'un des Hux-A7 avait manifestement pris le contrôle du véhicule de transport et coupé le système d'aération dans le bâtiment principal. Gabriel fouilla le complexe à la recherche du Hux en vadrouille et le trouva dans le centre de clonage. Le robot était couvert de sang et tenait par les cheveux la tête de la scientifique. Le Hux était manifestement en train d'extraire l'ADN et s'en servait pour créer ce qui semblait être un nouveau corps. Il était clair qu'une reconfiguration de cette unité Hux était nécessaire. Mais lorsque Gabe essaya de le faire, ce dernier provoqua une surtension de courant qui grilla la totalité de l'équipement. Lorsque Gabriel tenta d'ôter l'alimentation du robot, celui-ci le saisit à la gorge et le lança à 3 mètres plus loin à travers le laboratoire, comme une poupée de chiffon. L'agitation fit courir Dimitri, qui vit le Hux s'avancer sur Gabe. Il ordonna à l'androïde de se désactiver, mais celui-ci se tourna lentement et se dirigea vers Dimitri qui criait des codes censés éteindre le robot défectueux. Le Hux contempla un instant le médecin qui hurlait, puis il lui transperça le torse et en arracha le cœur palpitant. Le Toubib s'effondra, mort, et le Hux récupéra le sang pour l'ajouter à sa création. Gabriel reprit rapidement ses esprits et se précipita dehors dans la forêt étrange. Et il se dirigea vers la plateforme de carburant. Là, il trouva un tuyau d'acier, se cacha et attendit. Mais le Hux ne se montra jamais. Le jour fit place au crépuscule, et Gabe se mit à frissonner tandis que le soleil plongeait derrière les collines. Il entendit les portes s'ouvrir dans un chuintement et vit l'unité Hux en émerger en cliquetant. Il s'était fabriqué un nouveau corps, mi-chair, mi-silicone, mi-humain, mi-machine, énorme, puissant, magnifique et majestueux. Une divinité ancienne. Gabriel tenta de fuir discrètement, mais le Hux l'entendit et le coinça rapidement derrière le générateur d'hydrogène. Bloqué, Gabe repéra un réservoir de carburant à hydrogène liquide et ouvrit la valve d'un coup de tuyau. Profitant de la distraction du Hux, il fila prestement, provoquant une étincelle qui embrasa le carburant. La flamme remonta jusqu'au réservoir et la plateforme explosa instantanément en une énorme boule de feu qui renversa le Hux. Gabe traversa en courant la prairie et plongea dans la forêt. Lorsqu'il regarda derrière lui, il vit le Hux émerger des flammes et de la fumée. Il brûlait, il fondait, il hurlait, déformé, terrible et courroucé, telle une divinité ancienne. La canopée forestière bloquait la lumière de la lune, et Gabe se précipita dans un insidieux et épais brouillard avant que le Hux ne puisse le trouver, le dévorer et l'assimiler. Vous l'aurez compris, l'information primordiale dans ce récit, en dehors de la prise de conscience de l'intelligence artificielle du vaisseau qui a fini par devenir obsédé par l'optimisation de son corps, c'est surtout que Gabriel Soma, comme tous les membres des expéditions spatiales visant à coloniser d'autres planètes de l'entreprise Huxley, n'était pas un véritable être humain. Enfin, on pourrait faire de la sémantique longtemps en essayant de définir ce qu'est un véritable humain. Toujours est-il qu'il s'agit de clones, produits en série et codés génétiquement pour être assignés à une tâche spécifique durant la mission. C'était le cas de Gabriel, mais aussi de chaque membre de son expédition. C'est en essayant de fuir une unité Hux-A7 hors de contrôle qu'il a fait ses premiers pas dans la brume. Mais nous le savons maintenant, l'entité ne s'intéresse pas à vous simplement parce que vous êtes en danger. L'entité s'intéresse à vous parce que vous êtes émotionnellement fragile, instable, une bombe à retardement sentimental dont elle pourra se délecter autant que faire se peut. Concernant Gabriel, ses doutes ont commencé à faire surface
quand il s'est rendu compte d'un nombre important d'incohérences entre ses souvenirs et la réalité de certains faits. Des doutes quant à sa vie passée, le point d'entrée de l'entité. Voyons le déroulement précis. Souvenir 2256. Est-ce qu'on peut manger ça? C'est ça la question. Gabriel retourne l'orbe vert spongieux dans sa main et lève les yeux vers l'arbre d'où c'est tombé. Pas encore. Sarah, l'officier scientifique, lui lance un regard désapprobateur, et Gabriel laisse tomber l'orbe. Nous ne savons même pas si son contact est sans danger. Je porte des gants, moi. Et maintenant, toi, faut que tu te désinfectes les mains. D'accord, je suis désolé. Écoute, je sais que la pâte nutritive est infecte, et nous voulons tous quelque chose de frais à manger. Mais tant que nous n'aurons pas fini d'installer et de démarrer la plateforme de nourriture, c'est tout ce que nous aurons. Nous ne pouvons pas nous permettre que des gens meurent parce qu'ils avaient décidé de manger le fruit d'un arbre extraterrestre. Effectue quelques tests dessus au moins. C'est peut-être sans danger. Gabriel, pour toi, je vais le mettre en tête de ma liste des priorités. Mais, s'il te plaît, promets-moi que tu vas arrêter de ramasser tout ce qui te paraît appétissant. Souvenir de 1925. Gabriel contemple une étendue plate et touffue de broussailles lorsque deux unités d'IA Hux A7 le dépassent en trombe, transportant et assemblant des composants d'abri préfabriqués. Son esprit vagabonde alors qu'il inspire lentement et laisse l'air doux et humide lui remplir les poumons. Dis-moi A7, y a-t-il assez de place pour un terrain de baseball? L'unité A7 s'interrompt, très brièvement en quête d'une réponse. En prenant les dimensions de la ligue professionnelle, il y a de la place pour un terrain de baseball, avec une courte clôture à gauche, dans l'hypothèse où le marbre serait aligné est-nord-est. Gabriel se remémore son enfance, fixant le batteur depuis la deuxième base. Le lancer, une flèche, loin au champ gauche. Il prend appui sur ses pieds et plonge. La balle rebondit sur le pouce de son gant, en l'air, alors qu'il percute le sol horizontalement. Il se tortille en position pour l'attraper au rebond et complète le retrait. Il entend sa mère hurler de joie, tandis que l'équipe célèbre la dernière élimination du jeu. Quand est-ce qu'on pourra l'avoir le plus tôt possible? Ce terrain est réservé à un usage agricole. L'utilisation de terrain pour un but récréatif est interdite avant la phase G, qui, à notre rythme actuel, devrait advenir dans 13 ans, 5 mois, 3 jours. Il soupire, se redresse et consulte sa liste de tâches sans fin. La pause est terminée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Souvenir 2355. Retour arrière, revisionnage. La vidéo se déroule à nouveau. Houghton attrape la balle de la main droite, la fait passer dans sa gauche et la lance en direction de la première base. Cette vidéo est-elle inversée? La voix de l'ordinateur répond immédiatement et catégoriquement. C'est bien la vidéo originale. Mais Houghton était droitier. C'est tiré de son article dans l'encyclopédie. Richie Houghton, ayant commencé comme arrêt-court pour les Portland Parrots, sacré champion 8 fois, est le seul arrêt-court gaucher à être jamais entré au panthéon du baseball. Gabriel ferme les yeux et il se remémore le moment décisif de la victoire avec une précision absolue. Il se souvient que Houghton a fait passer la balle de sa main gauche à sa main droite et qu'il l'a lancée. Comment a-t-il pu oublier la main de prédilection de son joueur préféré? Ce n'était pas la première fois qu'un détail insignifiant ne collait pas. Il l'attribuait généralement à une mémoire défaillante. Mais alors pourquoi se souvient-il de tout si nettement? Lorsque des gens parlent de leur passé, ça semble être vague, brouillé. Lorsqu'ils se remémorent une histoire, c'est aussi précis que si ça s'était produit 5 minutes avant. Tu vas me dire ensuite qu'ils n'ont pas gagné en 89. La finale de 89 a vu les Charlotte Chiefs vaincre les Portland Parrots en 7 matchs. Souvenir 2607. Dimitri regarde le relevé de 3D de son terminal d'un air absent, comme s'il regardait à travers. Tu n'as rien qui cloche. Je ne sais pas quoi te dire. Gabriel le fixe, comme s'il s'attendait à une réponse différente. T'es sûr? T'as effectué chaque test? Que crois-tu que je vais trouver? Tes signes vitaux sont parfaits. Ta fonction cérébrale est superbe. Tu es en excellente forme. Mais je crois que je deviens dingue. Je me souviens de choses d'une certaine manière, mais ensuite, quand je consulte les livres, elles sont différentes. Et c'est quelque chose dont nous pouvons discuter dans une session d'acuité cognitive, pas physique. Gabriel ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. Il se creuse les méninges en quête d'une réponse. N'importe quoi. Il doit bien y avoir quelque chose qui convaincra Dimitri de le prendre au sérieux. Et en ce qui te concerne, Dimitri se détourne enfin de son terminal et regarde Gabriel. En ce qui me concerne quoi? Est-ce que tu éprouves la moindre de ces drôles de... différences? Dimitri le regarde longuement et soupire. Il farfouille dans un cabinet et en extrait un hypospray. Prends ça après tes cales.
Ni pendant, ni avant. Après. Ça va m'aider ? Ça va t'aider à ne plus penser à des problèmes qui n'existent pas. Souvenir de 1998. Gabriel trébuche et s'écroule sur le sol. Ça rigole pas, ces pilules. Il a l'impression d'avoir la tête pleine de sable et que le sol est constitué de gelée jusqu'aux genoux. Il s'empare de la bouteille et la jette à travers la porte de sa cabine. Je peux plus prendre ces trucs. Dimitri n'essaye pas de m'aider. Il essaye de m'inciter à ne plus me poser de questions. Qu'en sait-il ? Que cache-t-il ? À peine la bouteille s'écrase-t-elle au sol qu'une unité Hux arrive et la ramasse. L'unité regarde Gabriel un instant. Ou peut-être plus qu'un instant. Gabriel n'en est pas sûr. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? L'unité semble figée, comme en train de réfléchir. Un peu trop longtemps. Elle frémit, comme si elle venait de se surprendre elle-même à regarder, et retourne à sa programmation initiale. L'unité examine la bouteille et descend le couloir en direction de l'infirmerie. « Et attends, toi !» Le Hux se fige à nouveau, se retourne silencieusement vers Gabriel. Il le regarde droit dans les yeux. Gabriel baisse les yeux au sol, ne sachant que dire. « Qui suis-je » ? Vous êtes Gabriel Soma, ingénieur pour la mission de colonisation de Dvarka. Puis-je vous aider en quoi que ce soit d'autre ? J'ai quel âge ? Vous avez biologiquement 35 ans. Puis-je vous aider en quoi que ce soit d'autre ? Biologiquement ? Oui. En raison des conséquences du voyage dans l'espace et du sommeil cryo, vos âges biologiques et chronologiques sont différents. Mais alors j'ai quel âge en réalité ? Le Hux fait une pause, comme s'il réfléchissait à la question. Je ne puis répondre à cette question pour vous. Puis-je vous aider en quoi que ce soit d'autre ? Non, ce sera tout. Gabe referme sa porte et s'effondre sur sa couchette. Il dort sans rêve jusqu'à l'aube. Souvenir 2424. Dimitri ne sera absent que quelques minutes. Il va s'asseoir seul, l'air renfrogné, dans le mess, et boire sa pâtée avec les yeux froncés, lire quelques pages de son livre, puis retourner s'enfermer là à double tour. Il va falloir faire vite. Gabriel allume le terminal et saisit quelques commandes pour passer en mode diagnostic. Une faille de sécurité qu'il aurait dû réparer depuis longtemps, mais personne n'avait imaginé que le réparateur serait celui qui chercherait les ennuis. L'affichage graphique disparaît de l'écran et une invite de commande apparaît. Il murmure en toute hâte des commandes vocales pour progresser dans les répertoires du système, et lorsqu'il trouve Soma_bio, il copie l'intégralité du dossier sur sa puce de données. Plus que 2 minutes. Il débranche l'ordinateur, puis le rebranche. Celui-ci se rallume sur l'écran d'accueil, comme s'il n'avait jamais été là. Gabriel se dirige vers la porte, prend à gauche, jette un coup d'œil en arrière, la voie est libre. Il se dirige vers sa couchette et branche la clé pour commencer à parcourir son dossier médical. Mais c'est pas moi qui ai subi de telles blessures. Une longue liste de blessures graves défile, certaines susceptibles d'être fatales. Un coup retentit à sa porte. Gabriel arrache la puce de données du terminal et bondit sur ses pieds. Voilà la porte qui s'ouvre. Dimitri. Hé, Gabe ! Le corps tout entier de Gabriel se tend. Ce qu'il faisait était le genre de chose qui vous valait d'être consigné en cabine pour un bon bout de temps. Ouais, quoi de neuf ? Merci d'avoir réparé le bourdonnement dans mon bureau. Ça me rendait dingue. Ouais, pas de problème, hein, c'est mon boulot. Je te jure, si tu n'étais pas là, rien ne serait fait ici. Souvenir 9102. La mère de Gabriel enfonce le bonnet de fourrure douce lui couvrant les oreilles. Veille à bien le garder ainsi sur la tête. Autrement, tu prendras froid. Oui, maman. Tu as hâte d'aller au concours de sciences demain ? Gabriel lui fait un grand sourire. Je vais gagner. Il te suffit de faire de ton mieux. Sa mère se fiche brièvement et le regarde droit dans les yeux. On dirait une étrangère. Insensible. Le bonnet est lourd. Sa doublure de fourrure devient froide et métallique. Il sent des larmes lui monter aux yeux et tente de les chasser en clignant. Lorsque la vision redevient nette, il y a sa mère, l'air inquiète. « Tu vas bien ?»« Oui, je vais bien. »« Bon, tu vas faire des merveilles, Gabriel. Je t'aime, mon fils. »
Voilà qui vient conclure cette série de souvenirs. J'ignore ce qui est le plus triste. Que Gabriel soit un clone dont la vie entière n'est qu'une série de souvenirs artificiels, qu'il ait commencé à se douter de quelque chose qui clochait dans sa mémoire et ses souvenirs, ou bien qu'il n'ait pas eu le temps d'aller au fond des choses avant de devenir la cible d'un robot tueur et de se perdre dans les méandres de la brume. Lorsque l'on fait une découverte de cette ampleur, je pense qu'on ne peut plus penser à rien d'autre. Je suis convaincu que Gabriel continue de chercher des preuves pour étayer ses soupçons dans les royaumes. Peut-être qu'à chacune de ces épreuves se déroulant dans la version torturée et distordue de Dvarka, issue de l'esprit malade de l'entité, il passe plus de temps dans les serveurs du Toba plutôt qu'à réparer les générateurs. Mais je crains qu'il ne parvienne jamais à découvrir la vérité, car tant que le doute assaille son esprit, il représente un véritable banquet pour l'entité. Il est temps de refermer ce chapitre de la brume. Une vie intéressante, bien que très brève, car en réalité, Gabriel n'est âgé que de quelques mois. Je vous ai déjà raconté de nombreuses vies, de nombreuses personnes dont l'existence fut brisée ou distordue par les tentacules vaporeux de la brume. Lors de notre prochaine rencontre, je ferai exception à la règle, et nous passerons en revue l'histoire d'une abomination mécanique qui a anéanti l'équipage du Toba. L'unité HUX-A7, ou comme on l'appelle ici, la singularité. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.